Je vais laisser la parole à Yannick qui va faire son introduction et ensuite on va passer directement au thème qu'il y a. On ne va pas élaborer tous les thèmes. Ce qu'on vous propose, c'est que si vous voulez continuer cette discussion, on est prêt à aller vous rencontrer dans votre QG pour débattre de l'ensemble des propositions. Et on va juste choisir quelques thématiques pour pouvoir discuter avec vous et voir comment ça s'intégrera peut-être dans votre campagne ou pas. Et de voir si justement cette justice sociale, elle a largement sa place, notamment en termes d'écologie aussi. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, ça donne envie de voir le film. Je trouve ça une patate d'enfer, en vrai. Et que... évidemment, la politique publique et les politiques publiques qu'on doit avoir dans les quartiers populaires doivent être d'abord des politiques qui visent à régler toutes les difficultés qui se concentrent parfois dans les quartiers populaires, mais en n'oubliant jamais qu'il y a une énergie dans les quartiers populaires, il y a une inventivité, il y a une créativité, il y a une diversité qui est un élément de richesse pour notre pays qui est extraordinaire. Et que c'est sur ça qu'il faut construire. La question n'est pas d'avoir, au fond, de mettre plus. C'est pas simplement de mettre plus d'argent dans la rue. C'est de faire en sorte que les femmes et les hommes des quartiers populaires soient actrices et acteurs de tous les programmes de rénovation urbaine. C'est pas simplement la question de mettre plus d'argent dans l'école, de mettre plus d'argent dans les services publics. C'est de faire en sorte que ces services publics soient au cœur de la vie des quartiers populaires et donc qu'ils se construisent dans et avec les quartiers populaires. Pour moi, ça c'est le point absolument essentiel. Donc, évidemment, les quartiers populaires, et on l'a vu, s'il y en avait encore qui avaient besoin de le voir, à quel point pendant la pandémie, les quartiers populaires ont été à la fois au cœur du fonctionnement de la société, première ligne, deuxième ligne, tous les salariés, toutes les personnes qui ont tenu la société debout, souvent dans des conditions de salaire, de statut, de santé au travail extrêmement précaires. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que la pandémie finissant, au fond, toutes ces personnes sont renvoyées à l'invisibilité, à l'ingratitude sociale. Donc déjà dans notre projet, au-delà d'augmenter le SMIC à 1400 € net dès notre arrivée, à 1500 dans le quinquennat, il y a la volonté d'imposer à toutes les branches de ces métiers d'ailleurs très féminisés, les livreurs, les métiers de l'agroalimentaire, les caissières, tous les métiers du soin, la sécurité, les ménages, tout ce qui fait, qui a tenu la société pendant, y compris nos confinements, imposer des négociations salariales à toutes ces branches pour qu'il y ait revalorisation des salaires, amélioration des statuts et un vrai plan de santé au travail. Deuxième chose, c'est évidemment le grand retour des services publics. Il est totalement aberrant que dans notre pays, les services publics soient le moins présents là où il y en a le plus besoin. J'étais il y a quelque temps à l'hôpital de Saint-Denis, qui est pourtant un hôpital qui a été rénové, qui est un hôpital où évidemment, on le voit, se concentrent tous les enjeux de santé, d'accès à la santé, et on voit à quel point nous, ce qu'on veut faire, c'est à la fois repartir sur la santé des bassins de population, identifier les besoins, et on se doute bien que les besoins dans les quartiers nord de Marseille, en Seine-Saint-Denis ou à La Baule ne sont pas exactement les mêmes. Et donc il faut partir des besoins en santé et construire l'offre de santé avec tous les acteurs de santé. C'est évidemment l'hôpital public, mais c'est la médecine de ville, c'est l'ensemble des actrices, des acteurs qui peuvent intervenir et adapter évidemment les budgets pour répondre à ça. C'est pour ça qu'on veut
notamment embaucher 100 000 infirmières pour retrouver de l'attractivité à l'hôpital au-delà d'augmenter les salaires. Mais c'est aussi, à chaque fois que j'ai l'opportunité et l'occasion de discuter... Fini ? Oui. Pardon, ok, d'accord, pardon. Alors, ce que je veux dire, c'est que là, tu es en train de partir sur ce que vous avez proposé. Ah. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui ressort. D'accord, ok. Et ensuite, ça vous donne la possibilité de pouvoir répondre. Très bien, très bien. Je m'arrête là. Franchement, je m'arrête là. On peut pas être mal poli, quoi. Voilà. Non, non, très bien, je m'arrête là. Vous avez raison. Je vous écoute. Oui. Portugais. Où tu pousses. C'est bon. Oui, du coup, en fait, on sait que vous avez un programme, hein, heureusement. Nous, on a aussi, voilà, on a fait un tour de France. On a été dans un certain nombre de villes, 44 villes, 74 quartiers. On a questionné et rencontré un certain nombre de gens. Et ce qu'il en ressort, en fait, c'est des priorités. Et du coup, avec en tête, comme préoccupation, le logement, puis l'emploi, très largement. Mais pas que, il y a plein de questions qui sont transversales. Et il y a des questions, pas forcément, en tant que représentant des Verts. Du coup, moi, je voulais vous interpeller un peu sur la question de l'écologie, parce que très souvent, on dit que les quartiers ne font pas d'écologie. Et du coup, c'est pas du tout ce qui ressort, même si c'est pas non plus la question qui a été la plus plébiscitée. Hein. Faut être tout à fait honnête. On a d'autres priorités que de choisir de parler de l'écologie. Mais en réalité, c'est une question qui est sous-jacente. Et du coup, nous, on a des propositions à vous faire qui sont assez concrètes. Et on voudrait faire des quartiers, des modèles de transition énergétique en se servant des programmes de l'ANRU. Parce que y a de l'argent qui est investi dans ces quartiers, mais après, qu'est-ce qu'on en fait en fait et comment on l'utilise? Ces quartiers, ils sont rénovés, mais ils sont rénovés d'une façon qui ne sont pas du tout écologiques. Et dans 10 ans, dans 20 ans, enfin le dernier rapport de GIEC, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, ce qu'il annonce, voilà, il y a des choses à faire. Et pour ça, en fait, la proposition, c'est une création de maisons de transition sur tous les territoires, qui seraient en charge de ça, de s'occuper en fait, de centraliser, de surveiller, d'imposer, d'avoir un droit de veto sur tous les projets qui sont proposés. Et si il n'y a pas de respect je suis désolée, je suis un peu fatiguée. De respect qui serait, si les projets ne sont pas suffisamment écologiquement, sociologiquement, socialement, économiquement viables, qu'il y ait un veto qui soit imposé, que au-delà de ça, en fait, qu'il y ait des politiques et qui soient je pense que tu le diras mieux que moi. En fait, c'est tout le rapport, je pense, qu'il y a entre l'écologie et les problèmes sociaux. Et dans les quartiers, je pense qu'on ne réussit, pour être très clair, je pense qu'on ne réussira aucune réforme écologique si on ne réussit pas une réforme économique, sociologique dans les quartiers, et qu'on interroge aussi le rôle des institutions politiques dans leur capacité à s'interroger sur leur impact écologique. Je vais donner un exemple très concret en période de pandémie. La sécurité sociale a un rôle à la fois économique, à la fois social et à la fois écologique, et il n'est pas investi, donc on interpelle là-dessus, tout comme on interpelle la CAF. Parce que si on part du problème écologique, on donne des prêts CAF pour acheter, excusez-moi, des meubles de merde, qui finissent partout, ça c'est pas normal, c'est l'État qui le fait. Donc là, il faut vraiment venir régler tous ces problèmes-là, tous les problèmes, donner des pouvoirs d'achat, donner de la sécurité alimentaire. Puisque derrière la sécurité alimentaire, il y a toute une notion d'économie qu'on ne traite pas, toute économie résidentielle qui est mise de côté. Et là, c'est vraiment un fonds où on peut aller chercher de l'emploi, on peut aider les gens des quartiers. Et comme ce matin ou aujourd'hui, je regrette toujours qu'on ne parle pas de partir des besoins des habitants, qu'on ne parle pas du besoin humain, que les personnes sont des ressources et qu'on construise à partir d'eux. Et voilà, c'est ça qu'on a un petit peu mis en avant avec des propositions qui sont très claires. Et je pense qu'à la fois le pouvoir d'agir est nécessaire, mais aussi la valorisation des gens. Parce que si on remet dans le contexte, on est dans un contexte où on a commencé notre Tour de France, il y avait une pandémie, on le finit dans un contexte de guerre qui annonce des crises qui vont être sévères. Et j'entends des discours qui sont toujours axés sur une vieille méthode.
Et là, il faut faire des propositions concrètes pour l'avenir, comment on aide tout de suite les gens. Parce que là, ils sont en souffrance. Nous, ce qu'on a entendu, c'est beaucoup de violence. Le quotidien des gens est violent. Donc, pour l'écologie aussi, comment vous pensez, en dehors du quantitatif, quel est le qualitatif? Quelles sont vos propositions pour guérir les gens, pour les valoriser, pour recréer du lien? Parce que vous pouvez faire une liste, hein, si vous voulez, de tout ce qu'il y a à faire avec les chiffres, mais c'est pas ça qui va guérir les gens, les soigner, et puis, comment dire, les rendre disponibles pour être des acteurs. Voilà. Merci, merci. Écoutez, vous avez parfaitement raison. Quand on voit les programmes qui sont faits, quand on voit comment sont passés les appels d'offres et comment sont réalisées les opérations, clairement, il n'y a pas d'envie d'associer les habitantes et les habitants aux solutions. Il y a l'idée qu'au fond, on a déjà pensé les solutions et qu'elles sont adaptées et vous allez avoir un grand programme, donc vous ne plaignez pas, vous aurez peut-être des logements plus confortables, donc venez pas nous voir. Et ça ne peut pas marcher. Vous avez parfaitement raison. Moi, je vois dans les appels d'offres, y compris sur la rénovation, je ne comprends pas pourquoi à chaque appel d'offres, on ne fasse pas d'abord travailler les artisans et les habitants des quartiers déjà au programme de rénovation. On va chercher Bouygues, on va chercher Eiffage, et à la fin, alors qu'on pourrait structurer, y compris une offre d'artisans dans les quartiers qui sont impliqués avec les habitants au programme de rénovation, ce serait déjà construire une économie locale, y compris sur la base de la rénovation, au-delà de faire participer les habitantes et les habitants, ne serait-ce qu'à repenser leur logement et le fonctionnement des immeubles ou des logements. Moi, il y a quand même des expériences très réussies de ce point de vue-là, où on associe les habitantes et les habitants pour savoir comment on va rendre plus confortable, parce que vous avez raison, les gens ils se disent pas écologistes, mais ils disent j'ai froid l'hiver, j'ai trop chaud l'été, mes gamins ils développent des otites et je sais pas combien de temps ça va leur durer, il y a les fuites d'eau, il y a l'enclavement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des bus qui passent en bas de chez nous? Moi, je rêve, comme tout le monde, que mes enfants ils mangent bien et qu'ils n'aient pas le surpoids, le diabète ou l'obésité comme c'est en train de se développer partout. Donc, en étant acteur, actrice de toutes les politiques, ça marche mieux. Quand on va, y compris sur la question, vous avez parlé du logement, alors évidemment, faut remettre le paquet sur le logement social. Je veux dire, ce qui s'est passé sur ce quinquennat est absolument... c'est vraiment insupportable ce qui s'est passé. C'est inacceptable d'avoir autant réduit la construction de logements sociaux. C'est évidemment, on l'a dit, les programmes de rénovation. Il faut mettre le paquet. Dans mon programme, il y a l'idée, sur la base des processus que vous avez développés, que notamment sur le quinquennat, il y ait 2 millions de familles qui aient un programme de rénovation thermique sans aucune contribution de la famille, en étant totalement pris en charge, parce que ce sont les familles qui souffrent le plus de précarité énergétique. Mais au-delà de ça, sur la question de la participation, ça va même sur comment on repense la carte scolaire. Il y a la question des inégalités scolaires qui, à mon avis, est un enjeu absolument majeur. Donc il faut repenser la carte scolaire, il faut repenser la sectorisation pour justement garantir dans l'éducation, dans l'école, une mixité sociale qu'on n'y trouve plus. Au-delà des moyens qu'il faut y mettre, une mixité sociale qu'on n'y trouve plus. Et puis moi, j'ai une mesure dans mon projet, et je l'ai... c'est assez intéressant parce que sur les réformes de démocratie, pour le projet qu'on a fait, on a monté une assemblée des possibles. C'est-à-dire que comme dans la Convention citoyenne, on était chercher des personnes éloignées de la politique, éloignées du vote, et on les a fait travailler sur quelles étaient les réformes qu'on pouvait mettre en place pour faire vivre la démocratie et associer les citoyens. Eh bien, on est tombé sur une des propositions qui est dans le rapport, mais que tu avais déjà faite avec Baquet, sur le 1% démocratie. C'est-à-dire l'idée que dans tous les financements qui vont à la vie démocratique, il y ait 1% qui aille sur l'expertise et la contre-expertise des associations pour faire vivre la démocratie et être en capacité d'intervenir sur les lois ou de construire ses propres lois.
On a une proposition sur ça aussi, qui est du coup le fonds d'initiative Le Fonds démocratique pour l'initiative citoyenne. Et c'est 5%. Bénédicte, tu es là-bas, tout à l'heure tu étais là. Laisse la parole à ceux qui... Ok, je suis heureuse. Alors, du coup, moi je voulais, parce que vous avez évoqué plusieurs choses, vous en avez parlé dès le début du service public, vous venez de parler de l'école, de la mixité sociale. En fait, dans les quartiers, ce que les gens demandent, ce que nous demandons, c'est déjà le droit commun. Et c'est ce qu'il n'y a pas en fait. On est censé avoir plus, parce qu'on est les quartiers politiques de la ville, donc cette politique est censée venir combler des inégalités, mais le problème c'est qu'on n'a déjà pas le droit commun. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait sans le droit commun? Si on avait le droit commun pour l'école, déjà, ça changerait beaucoup de choses. Les gens demandent à ce qu'il y ait juste des enseignants qui soient présents. Comment un enfant fait pour apprendre s'il n'a pas d'enseignant pendant 3 mois? Donc, pareil, les services publics, l'accès aux services publics, c'est-à-dire que ça peut être les hôpitaux, vous en avez parlé, mais ça peut être aussi juste la simple administration. Ça peut être le bureau de la sécurité sociale, ça peut être des services publics qui ne sont plus publics, qui ont été privatisés, comme la poste, des bureaux de poste qu'on ne trouve plus. Donc c'est tout ça qu'on demande en fait, dans les quartiers, c'est tout ça ce que les gens demandent, c'est juste le droit commun, avoir accès à ce qui est juste normal. Et après, il y a le plus. Mais ça veut déjà dire plus, en fait. Parce que avoir le droit commun, ça veut dire le rattrapage. Ça ne veut pas dire l'égalité des financements. Puisqu'au fond, quand on regarde, en réalité, ne serait-ce que par l'expérience des fonctionnaires qui sont dans les quartiers, on investit moins dans les quartiers que dans le reste de la société. Mais là, l'enjeu, c'est le rattrapage. C'est de s'assurer, effectivement, si on veut embaucher 65 000 enseignantes, enseignants, et y compris des médecins, des infirmières et des assistants sociaux dans les écoles, au-delà de titulariser les AESH, c'est parce qu'au fond, on voit bien que dans notre société, vous venez d'être formé pour enseigner, pour devenir policier, machin, vous finissez dans un quartier populaire, ou vous commencez dans un quartier populaire, et on n'envoie pas les personnes les plus expérimentées. Donc il faut là, de ce point de vue-là, qu'il y ait plus que l'égalité, il faut qu'il y ait le rattrapage. Tout à fait. Et du coup, vous avez aussi évoqué la question de la participation, en disant qu'il fallait remettre, mais ce n'est pas très concret dans ce que vous dites en fait. Comment vous faites pour remettre le citoyen dans ces politiques? Nous, on a des propositions, je peux vous les donner, mais j'aimerais bien que vous, avant de vous les donner, peut-être, de quelle manière? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Parce que nous, on en a. Il y a déjà l'article 1.3 dans les projets dans la rue. Il y a la création des tables de quartier qui sont portées par Passons-nous depuis. Enfin, cette idée est portée par Passons-nous. Vous avez parlé du rapport depuis le rapport. Et voilà, comment vous faites du coup vous pour remettre de la participation, puisque vous l'évoquez. Typiquement, sur la question même de la sécurité. Nous, on a toujours considéré que la sécurité devait se penser à la taille des quartiers, voire à l'échelle des immeubles. Qu'on associe évidemment la police, qu'on associe la justice, qu'on associe les acteurs sociaux, qu'on associe les habitantes et les habitants pour penser les besoins en sécurité à l'échelle même de l'immeuble et du quartier. Ça, c'est une façon de repenser la police de proximité, parce qu'en fait, tout le monde se gargarise un peu sur la police de proximité, en disant, en fait, ça marche pas, il n'y a qu'à remettre de la police de proximité. Sauf que ça suffit pas de dire ça. La question, c'est pas simplement d'avoir des policiers îlotiers, c'est aussi comment on construit une politique de tranquillité. Comment on évite, comment on impose, comment on arrête le contrôle aux faciès. C'est par la mise en commun des choses qu'on peut y arriver. Même chose sur l'école, sur les enseignements et sur l'accompagnement des enfants. Il y a la partie école, dans laquelle doivent être davantage impliqués les parents d'élèves, mais il y a toute la partie autour de l'école. Comment ça se construit? Nous, évidemment, on veut changer l'école, mais on veut aussi, pour que ces associations puissent fonctionner et être des partenaires, on veut remettre les 300 000 emplois aidés qui ont été supprimés pour venir en soutien aux associations, pour que les associations puissent structurer une activité, mais aussi une capacité à intervenir dans les processus politiques. Alors, je ne vais pas prendre le micro, c'est pas grave, parce que le micro il est là-bas.
ce que je voulais juste dire sur la police de proximité, bien sûr c'est facile de le dire. Nous, ce qu'on non, sur la police de proximité, tout le reste c'est facile de dire effectivement de la police de proximité. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'elle soit formée et qu'elle ait de l'expérience. Parce que mettre de la police de proximité avec des gens qui sortent à peine des écoles et qui sont aussi jeunes que les jeunes qui sont en face, on ne réglera rien là-dessus. Ça, c'est clair. Sur la question de l'école, une des propositions, c'est de faire en sorte que des maisons, des parents, soient intégrés dans ces établissements. On ne peut pas continuer à se regarder en chien de faïence entre des parents et des professeurs qui, en fait, ne se parlent plus. Et le fait de remettre des maisons, des parents à l'intérieur, ça permettrait de créer le lien et de continuer à travailler sur l'accompagnement de leur scolarité. Je sais qu'on va s'arrêter parce que tu dois t'en aller, Yannick. C'est bien dommage parce que du coup, on restera sur une forme de frustration. Mais je sais. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et je l'ai dit, Anne-Claire a énormément joué du fait que notre concert a dû avoir lieu et elle a participé énormément. Là, on tient à la remercier infiniment de sa présence et elle prendra le futur le relais. Et une des propositions qu'on veut mettre en place aussi, c'est sur le droit à la vie. Ce qu'on explique, c'est qu'en gros, une des propositions qu'on a faites, c'est le prélèvement à la source, qui s'est fait aujourd'hui par le fait qu'on aille chercher directement à la source l'imposition, ainsi de suite. Nous, on propose aujourd'hui, puisque cet algorithme il existe, que pour tous ceux qui aujourd'hui ne vont pas chercher leur droit parce qu'ils ne sont pas bien accompagnés ou parce qu'ils ne maîtrisent pas bien, qu'on renverse ce processus et que tous les gens qui ont droit ont fait un reversement à la source. Est-ce que vous êtes aussi en capacité ou pas de porter justement ça? C'est quand même 10 milliards qui ne sont pas rendus à toutes ces personnes qui aujourd'hui, malheureusement, c'est pratiquement le chiffre des 10 millions de gens qui sont dans la précarité. Voilà. Est-ce que c'est une des propositions qui peut vous convenir ou pas? Et ensuite, eh ben, écoute, on va te libérer. Avant, je te remettrai le manifeste. Ok? Puis rendez-vous ultérieurement pour continuer à élaborer un peu plus sur ces propositions. Alors, sur l'idée, j'aime bien l'idée. Je ne suis pas un expert absolu de l'impôt, donc, mais ce qui est certain, c'est que nous, on veut mettre en place un revenu citoyen qui fait qu'il n'y a aucun Français, aucune Française, aucun habitant de ce pays qui vivra avec moins de 920 € par mois. C'est automatique et c'est dès 18 ans. Ça coûte 20 milliards. Et on le finance avec l'impôt de solidarité sur la fortune. On peut, dans notre pays, éradiquer 920 €. C'est pas la mer. Mais c'est sortir de la grande pauvreté. Et ça sera automatique dès 18 ans. Donc c'est à la fois lutter contre la grande pauvreté et c'est construire de l'autonomie dès 18 ans. Et comme c'est automatique, on évite tous les déboires qu'il y a autour du RSA et de toutes les personnes qui pourront en bénéficier, mais qui, pour une raison ou pour une autre, sont éloignées du système et qui n'en bénéficient pas. Donc c'est pas complètement répondre à ta question, mais c'est clairement une mesure qui, à mon avis, notamment pour la jeunesse, mais pas que pour la jeunesse, est une mesure très, très forte d'autonomie et d'éradication de la pauvreté. On ne peut plus avoir ces gamins qui vont en permanence au resto du cœur pour manger, en fait. Merci beaucoup. Je vous laisse en bonne compagnie.